Mesdames, Messieurs, ce petit effet Larsen, simplement pour vous rappeler que une des premières découvertes technologiques était l'invention de la musique électronique dans le début des années 50. Ça concernait l'aspect de création. Et nous allons, si vous voulez, essayer de parcourir ce territoire de l'effet des technologies sur les institutions culturelles en essayant de... non, ça va, j'ai compris. Ça irait mieux comme ceci. Par commencer par nous poser la question de quoi allons-nous parler. On a souvent, par rapport à ce qui concerne les institutions culturelles, les entreprises culturelles, un certain nombre d'idées, je serais assez tenté de dire de fausses idées. En fait, parmi les intervenants de la culture, on a en fait deux types de démarches. La première est celle de personnes qui ont pour objectif de perpétuer un patrimoine, de favoriser la création. Très souvent, de toute façon, elles n'ont pas d'objectif lucratif. Et, quel que soit le pays, elles dépendent de financements extérieurs. Soit que ce soit des subsides publics dans les pays d'Europe continentale, soit que ce soit de certaines formes ou de multiples formes de mécénat dans les pays anglo-saxons. Et puis à côté de ça, on a un certain nombre d'entreprises dont le métier est de mettre à la disposition du public des activités et des services à caractère culturel, mais qui, volontairement, entendent bien réaliser un profit et rester soumises aux lois du marché. Alors, comme ça a l'air assez simple. En fait, la différence entre ces deux types d'activités n'est pas aussi automatique qu'on peut le croire. Un domaine où c'est très visible, c'est évidemment celui de la variété. En général, les pouvoirs publics aident des jeunes ensembles de jeunes chanteurs à se faire connaître. Une fois qu'ils sont connus, ils rentrent dans le secteur proprement dit de la variété, et il est évident qu'ils échappent totalement, ils sont totalement soumis aux lois du marché. Un autre domaine est un petit peu plus compliqué, c'est le théâtre. Le théâtre, en effet, vous avez dans de grandes villes comme Londres ou Paris, vous avez des théâtres publics, vous avez des théâtres privés. On a tendance à dire, les premiers sont là pour conserver un patrimoine, les seconds sont là pour faire du profit en utilisant de préférence de grands acteurs. Si vous regardez la scène parisienne aujourd'hui, on donne 2 fois le Misanthrope de Molière. On le donne à la Comédie Française et on le donne dans un théâtre privé, et ça depuis 6 mois. Donc c'est dire que la différence entre les deux n'est pas toujours aussi simple qu'on ne veuille dire. Et ça vaut également au niveau des œuvres données. La Comédie Française a programmé une version assez somptueuse du Chapeau de paille d'Italie de La Biche. Et si on arrive sur le West End, eh bien, on va se trouver avec ce trade-off qui existe souvent entre les théâtres privés et les théâtres publics, et d'autre part, particulièrement en ce qui concerne pas le conflit, mais la compétition entre, d'une part, la comédie musicale à Broadway, où un spectacle peut être donné 3 ans, 4 ans, 10 ans, et d'autre part, l'opéra proprement dit, qui coûte beaucoup plus cher. On sait que ce qui permet aux uns de faire ce que les autres ne peuvent pas, c'est évidemment une structure de coûts extrêmement serrée, et aussi le fait de travailler dans des conditions artistiques beaucoup plus difficiles, et en utilisant l'électronique notamment pour pouvoir jouer tous les soirs. Alors, on en arrive alors à se poser quelques questions de base. Est-ce que la subsidiation est une fatalité? Est-ce que les institutions culturelles peuvent échapper aux règles du management? Et tertio, est-ce que l'on peut tirer profit des nouvelles techniques que nous avons observées dans le secteur marchand à l'avantage des institutions culturelles? Et ces questions sont, à mon sens, d'autant plus d'actualité qu'aujourd'hui, nous nous trouvons dans un monde plein de dangers. Premier danger, c'est la désaffectation pour la culture des jeunes générations. Et ça se pratique absolument dans toutes les techniques. On constate que les jeunes vont moins au théâtre, en tout cas les jeunes vont plus au concert, ils vont plus à l'opéra, etc. Donc il y a un réel problème. Deuxième problème, qui explique peut-être le premier, c'est la capitulation complète des relais éducatifs. Aujourd'hui, vous pouvez sortir d'Humanité sans savoir qui est Mozart ou Rubens.
Je ne crois pas que c'était le cas il y a 40 ans. Troisième élément, nous sommes dans une situation économique difficile, donc il y a des restrictions budgétaires. Il y en a déjà eu et au risque d'y en avoir encore d'autres. Et quatrième élément, c'est aussi cette crise économique qui a pour effet de diminuer les moyens de disposition des ménages. Donc la culture est en danger et elle doit donc essayer de trouver des possibilités de travailler autrement. Alors, quant aux nouvelles technologies, première chose, c'est un concept en mutation constante. Tout le temps, on voit arriver sur le marché de nouvelles technologies qui ont ou qui n'auront pas d'effet. Des tentatives sont faites, certaines sont réussies, certaines sont ratées. Et certaines aussi sont utilisées de manière peu respectueuse par rapport aux produits culturels qu'elles sont censées servir. Deuxième élément fondamental, je ne crois pas qu'il y ait des applications propres au domaine culturel. Les nouvelles technologies existent comme telles. Ce sont des outils disponibles. C'est aux gens de culture de trouver les moyens de les mettre en œuvre de la manière la plus caractéristique. Alors, nous allons retrouver diverses catégories. D'une part, les procédés de production proprement dites, c'est-à-dire la vidéo, les images de synthèse. Deuxièmement, les procédés de diffusion, la dématérialisation, dans le domaine de l'audiovisuel, l'édition numérique, l'écoute en ligne, autrement appelé le streaming, et finalement, on arrive à se poser une question de base par rapport à ce type de recherche économique. D'abord, de se dire que c'est une recherche qui est encore extrêmement embryonnaire aujourd'hui. L'expérience est récente. Il y a extrêmement peu de données qui ont été rassemblées à ce jour. Donc la première chose qu'il y a nécessité de faire, c'est de rassembler des données valables et internationales de telle manière qu'on puisse faire des comparaisons convenables. Deuxième élément, c'est de rassembler des données à propos des moyens utilisés, de telle manière qu'on puisse petit à petit établir un code de best practice qui permette de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de bien ou de mieux par rapport à ce qu'il existe. Donc ce que je vais vous présenter apparaît peut-être davantage comme un programme de recherche à conduire que comme étant déjà des conclusions. Et nous allons travailler selon 4 axes différents: la création, la distribution sans S s'il vous plaît, et la diffusion des biens culturels, l'éducation et le système de contrôle des fonds investis. Commençons donc, si vous voulez bien, par l'impact sur la création. On la voit au niveau de l'électronique, on la voit au niveau de la vidéo, on la voit au niveau du décor virtuel. Commençons par l'électronique. Le phénomène n'est pas nouveau, je l'ai rappelé. C'était un des premiers domaines dans lesquels les nouvelles technologies ont influencé la création. Il existe de nombreuses modalités d'application. On va de l'œuvre autonome jusqu'à l'inclusion d'éléments électroniques dans une œuvre précomposée. Et troisième élément, jusqu'à l'utilisation d'une électronique interactive qui introduit une relation nouvelle entre le compositeur et l'interprète en temps réel au moment de l'exécution. D'autre part, les nouveaux moyens mis à disposition par les nouvelles technologies ont permis de résoudre un certain nombre de problèmes. La première fois qu'on a donné réponse de Pierre Boulez à Bruxelles, c'était au palais du Heysel. Il a fallu faire venir un camion complet plein d'électronique qui se trouvait sur le parking du palais des expositions. Aujourd'hui, quand on donne réponse, l'ingénieur de l'IRCAM se promène avec un PC. Ce qui, évidemment, a un effet non négligeable sur les coûts. Mais l'effet sur les coûts n'est pas aussi simple que cela. Pourquoi ? Mais parce que les technologies changent très vite, ça implique une formation permanente des utilisateurs et ça implique aussi une obsolescence extrêmement rapide des matériels. Et plus l'obsolescence se manifeste, plus évidemment il faut amortir les matériels anciens. Ce qui a pour effet, parfois, de rendre le spectacle
de rendre l'exécution d'une œuvre incluant de l'électronique absolument inabordable. Je prends ici l'exemple de Tensio. Tensio est un quatuor de Philippe Manoury qui a été joué ici dans la salle des Académies il y a 2 ans lors du festival Ars Musica. C'est un quatuor avec électronique. Payer un quatuor pour donner un concert, c'est quelque chose qui représente une dépense de 6 000 à 8 000 euros, que vous pouvez plus ou moins amortir sur une salle de 200-300 personnes. Le seul fait d'avoir adjoint une électronique à l'exécution a fait passer la facture de 8 000 à 18 000 euros. À 18 000 euros, on ne peut plus financer un tel concert. Donc, oui, il y a un danger réel. Deuxième élément, la vidéo. La vidéo peut intervenir soit comme étant un complément visuel d'un spectacle entendu, d'un concert par exemple, soit comme étant une proposition de perspective nouvelle lors de la réalisation, soit comme étant un moyen d'accélérer la réception d'œuvres difficiles. Avec un impact négatif important, c'est le caractère perturbateur que peut avoir l'image par rapport à l'audition, et on peut parfois se demander dans quelle mesure on n'arrive pas à avoir un effet de distraction au sens pascalien du terme, en ce sens qu'à force de regarder l'image, on n'écoute plus la musique. Au niveau de la vidéo, ça peut s'appliquer, je vous donne des exemples qui correspondent aux 3 propositions. La première, c'est une illustration visuelle. On prend une œuvre spectaculaire, difficile, et on projette en même temps des images dans la salle de concert, de manière telle à ce qu'on rende plus vivant l'exécution qui est faite et qu'on donne un peu une idée visuelle du récit implicite qui se trouve dans l'œuvre. C'est ce qui a fait Peter de Caluet pour son concert d'ouverture à la Monnaie, quand il a donné le Gurlieder dans la salle des Beaux-Arts. Deuxième élément, c'est la participation de vidéos très réalisées là, dans une mise en scène d'opéra. C'est-à-dire que pendant le spectacle, vous projetez des vidéos qui en font partie de l'effet scénique du metteur en scène, mais qui existent, qui ont été réalisées à l'avance. Quand Gérard Mortier monte Tristan et Isolde à l'Opéra de Paris, il fait appel à Bill Viola, qui réalise des vidéos extrêmement longues, ils sont aussi longues que l'œuvre, donc on n'est pas loin de 4 heures de vidéo, qui font se dérouler un visuel extrêmement lent et extatique, et par rapport auquel vient se surimposer la mise en scène minimaliste de Peter Sellers. On peut avoir l'impression qu'on va se trouver en plein dans la distraction. Eh bien, en fait, bien réalisé, ça a merveilleusement fonctionné. Troisième élément, c'est la vidéo utilisée en cours de représentation. C'est-à-dire que pendant que les artistes sont sur scène, la vidéo décide de capter leur jeu, leur mouvement, et de la montrer sur des écrans sur le côté. Quel est l'avantage de cette technique? Si elle n'a pas un but précis, c'est un cache-misère. C'est le type même du truc d'un metteur en scène qui n'a rien à dire, il se dit ça ne fait rien, on va faire une petite vidéo. Si par contre, on se trouve avec quelqu'un qui a véritablement quelque chose à nous dire, eh bien, ça peut être utilisé pour nous montrer des détails par rapport au caractère des chanteurs. Vous êtes dans la salle, vous ne voyez pas très bien les chanteurs, il y a un côté expressif dans leur jeu, la vidéo permet de montrer la réaction du chanteur pendant son effort. Deuxième élément, ça vous permet de vous montrer, par l'ambiance qui règne sur une scène, le non-dit du texte. C'est-à-dire que si ce qu'un chanteur est occupé à dire donne une réaction sur le reste des protagonistes, eh bien, la vidéo vous permet de le montrer. Donc elle permet de montrer la réaction non exprimée des protagonistes. Et encore plus loin, elle permet aussi, par certains petits détails, de montrer comment ces protagonistes contre-agissent par rapport à ce qui est fait par le personnage principal, c'est-à-dire par celui qui, à ce moment-là, chante. Et c'est particulièrement utile quand vous avez des opéras du style de l'opéra seria. L'opéra seria est composé d'un nombre important d'airs virtuoses qui se succèdent les uns après les autres, et pendant qu'un chanteur est occupé à chanter son air, les autres ont une tendance à regarder le plafond. Eh bien, si vous utilisez convenablement la vidéo à ce moment-là,
vous pouvez très bien montrer l'interaction théâtrale qui se passe sur la scène. Et ceux qui ont vu l'Idoméneo de Mozart mis en scène par Ivo Vanov à la Monnaie ont pu voir combien une direction intelligente peut utiliser le processus pour rendre vivant l'action d'un opéra, par ailleurs, normalement, épouvantablement statique. Donc, on peut vraiment dire que la vidéo a permis d'offrir de nouvelles propositions audiovisuelles, mais qu'elle représente un danger, et un danger qui va encore plus loin, parce que non seulement ça peut être l'ajout qui est fait par des exécutants, mais ça peut être parfois la volonté d'un créateur lui-même, qui dit « on ne pourra donner mon spectacle qu'à partir du moment où on y adjoint une vidéo », étant entendu que cette vidéo donne lieu, elle également, au paiement de droits d'auteur. C'est ce qui arrivait avec le cycle de Lieder au Mensch de Pascal Dussapin. Pascal Dussapin exigeait que ce cycle de Lieder pour baryton et piano soit donné en même temps que la projection de la vidéo qu'il avait mis en place. Eh bien, ici, la conclusion finale a été d'avoir un spectacle qui coûtait 36 000 € pour un récital piano-baryton, ce que quasiment aucune maison de concert, sauf à y mettre un subside énorme, ne peut se permettre de payer. Alors, on va en arriver au décor virtuel. Le décor virtuel consiste simplement à avoir un décor qui n'existe pas, mais qui vient de la vidéo proprement dite. Vous pouvez l'imaginer de trois façons. D'une part, vous pouvez faire défiler à l'intérieur d'un décor en dur un élément virtuel qui, par exemple, montre des personnages qui passent à travers une fenêtre. Donc vous avez animé votre scène. Deuxième élément, vous pouvez intégrer des personnages vivants, donc les acteurs peuvent intégrer live dans leur jeu du moment dans un décor existant. C'est ce qu'on a réalisé au Châtelet pour la Pietà del Paragon, dont on a fait un CD assez célèbre, et c'est ce que Philippe Sorin a fait à l'Opéra de Lyon avec sa Zauberflöte. On filme le chanteur au moment où il interprète son rôle, et on le projette à l'intérieur d'un décor fixe ou fluctuant. Troisième élément, c'est le décor 100% virtuel. Et ça, nous en avons vu à Bruxelles, rappelez-vous, la mise en scène de La flûte enchantée encore par William Kentridge à la Monnaie. C'est exactement ce qui a été fait à Lyon également, avec un Fidelio qu'on fait à Gary Hill. Il n'y a plus de décor du tout sur scène. Il y a un certain nombre de projections qui sont animées, qui bougent, qui permettent d'avoir une vivacité sur scène nettement supérieure à ce qu'on peut avoir avec des décors en dur assez traditionnels. C'est ce que nous pouvons dire à ce stade par rapport au phénomène de la création. Donc clairement, les nouvelles technologies sont une aide substantielle à la création, pour autant qu'elles soient utilisées dans un but bien précis et focalisé, et pas n'importe comment, et avec une structure de contrôle des coûts quand même minimale. Deuxième élément, quel peut être l'impact des nouvelles technologies sur la distribution et sur la diffusion des biens culturels? On va voir séparément les problèmes des modes de distribution et des modes de diffusion. Quand on parle des circuits de distribution, eh bien, on a eu un mouvement extrêmement important qui s'est mis en place, notamment avec l'e-commerce, on va y revenir. Secondo, on a eu un changement au niveau de la nature des produits distribués, puisque au lieu de distribuer un CD, on en arrive à distribuer un CD virtuel qui est déchargé sur votre PC. On en arrive à la création de nouveaux produits, je vais vous en citer, et on arrive à la mise en place de ce que j'appelle des produits liés, c'est-à-dire des produits qui réalisent un mélange entre la réalité du spectacle et le produit que vous conservez comme étant le souvenir du spectacle. Et ça, c'est un point extrêmement important, parce qu'il nous montre que, grâce au nouveau processus de distribution, la primauté qui existait autrefois pour la musique enregistrée s'est déplacée vers le concert vivant. Et la musique enregistrée
est occupée à redevenir aujourd'hui le complément du concert vivant, et non pas ce qu'elle était il y a 20 ans, c'est-à-dire un artiste qui faisait un disque et qui ensuite faisait une tournée pour vendre le disque. Aujourd'hui, c'est dans le sens contraire qu'on travaille. Alors, le circuit de distribution, c'est celui que nous connaissons le mieux, bien entendu, dans la mesure où l'e-commerce balaye toutes les chaînes d'intermédiation. Alors, ça a des avantages, ça a des inconvénients. Premier avantage, c'est que vous faites des gains non négligeables, ou que vous devriez faire des gains non négligeables, parce que trop souvent, encore aujourd'hui, l'e-commerce est proposé à des coûts que personnellement je trouve prohibitifs, compte tenu du nombre d'intervenants dans la chaîne de distribution qui ont disparu. Deuxième élément, vous avez complètement perdu la disponibilité de l'activité de conseil. Quand vous alliez chez votre libraire, quand vous alliez chez votre disquaire, si cet homme était compétent, eh bien, il vous donnait un conseil dans votre achat d'un livre ou d'un CD. Bien entendu, nous savons tous que nombre de ces personnes aujourd'hui ne pratiquent plus leur métier convenablement et donc provoquent en partie la disparition du métier. Il n'empêche quand même que reste la nécessité de conseil. Et là, franchement, je crois que parmi ces prescripteurs, il faut se poser la question de savoir quel est le rôle à jouer dans le futur par la vraie critique, c'est-à-dire celle qui est capable de donner un conseil indépendant. Éventuellement, plus via la presse écrite, si celle-là est appelée à disparaître. Les dernières statistiques montrent qu'au niveau de la presse numérique représente maintenant 38% du total des journaux achetés dans nos pays, mais éventuellement peut-être aussi via le net. Alors l'e-commerce, évidemment, tout le monde a en tête Amazon. C'est un chiffre d'affaires de 61 milliards de dollars en 2012. Le commerce numérique aux États-Unis au cours de cette année 2012 a augmenté de 70%, beaucoup moins en Europe, mais quand même, cela commence à prendre une importance considérable. Aux États-Unis, en 2016, il est estimé à devoir atteindre 9,5% du commerce total, avec un chiffre d'affaires qui dépasserait le trillion de dollars. Alors, comment les nouveaux produits se mettent-ils en place? Et d'abord, qui fabrique les nouveaux produits? Là aussi, nous avons un changement fort important qui est occupé à se présenter. Nous savons que les firmes de disques ont raté complètement le tournant de la dématérialisation. C'est quelque chose d'absolument inexplicable. Ils se sont tirés une balle dans le pied. Puisque, au départ, la dématérialisation, qu'est-ce que ça permettait? Ça permettait de distribuer sans coût un enregistrement qui a été réalisé, dont on sait que le coût de base du produit n'est pas très, très élevé, et de le mettre directement à la disposition du consommateur. Donc, un CD revient à 3 euros, 3,5 € au maximum. Il était mis dans le commerce, quand il était neuf, à un prix de l'ordre de 20 €. On pouvait très facilement, dès l'apparition de la dématérialisation, proposer un CD à 7-8 €, qui aurait été pour le consommateur un gain colossal, et pour le producteur, un bénéfice beaucoup plus important que celui qu'il réalisait par la chaîne de distribution normale. Pourquoi diable les majors du disque n'ont-ils pas saisi cette opportunité? S'ils l'avaient bien géré, mais probablement que le piratage n'aurait pas fait les défauts qu'on a connus par la suite, et contre lesquels ils se sont érigés, la réponse, à mon sens, se résume très rapidement. Elle relève des royalties qui étaient payées chaque fois qu'un disque est pressé. Il y a un royalty qui est payé vers les deux sociétés qui détiennent le brevet, qui sont Sony et Philips, et qui étaient un des deux majors de l'industrie lithographique. Et donc il y a eu pression pour continuer à garder un support qui était devenu dépassé, simplement parce qu'il rapportait au groupe d'une manière générale, mais pas à la section de production lithographique. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça? Il s'est passé que la plupart des artistes se sont retrouvés rapidement sans firme de disques. Les orchestres, les théâtres d'opéra, les festivals, les interprètes, et tous ces gens se sont mis à faire leurs propres enregistrements. Les premiers à commencer étaient les gens du London Symphony Orchestra, qui ont toujours été à la pointe de toutes les innovations
tant en matière de conquête de public que de circuits alternatifs. Le représentant du London Symphonic Orchestra m'a expliqué que les revenus qui provenaient des ventes de leurs propres concerts, et ce sont des concerts réels, donc on enregistre bien une musique live, ce n'est plus du studio. Il n'y a plus de retouches. C'est la réalité de la musique telle qu'elle sort de l'exécution musicale. Ils étaient parvenus à quadrupler leur revenu d'enregistrement par rapport à ce qui touchait des majors précédemment. Et tous les grands orchestres sont rentrés dans la course, le Concertgebouw très rapidement, la Bayerische Rundfunk, Chicago, tous les grands orchestres maintenant sont éditeurs de leurs propres enregistrements. Les festivals ont suivi. Glenbourne, Salzbourg. Les théâtres d'opéra, le Mariinsky avec Gergiev, Covent Garden à Londres. Et, dans un stade ultérieur, les interprètes. Aujourd'hui, quelqu'un comme Jordi Savall sort ses propres disques, Aliavox. Aujourd'hui, quelqu'un comme Eroic sort ses propres disques. Et ils ont trouvé des distributeurs qui leur permettent de placer leurs disques. Et donc, tout le monde est extrêmement heureux de la solution. Élément suivant, les enregistrements d'opéra, évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le DVD a complètement enterré l'enregistrement studio d'un opéra. D'abord parce que l'enregistrement studio coûte une fortune, il faut faire venir tous les chanteurs au même moment, etc. On sait que la réalité était autre, on sait que les chanteurs n'étaient pas ensemble dans le studio, qu'on enregistrait un duo d'amour en post-synchronisation, que la soprano enregistrait son morceau et que le ténor passait 15 jours plus tard avec un caisse pour enregistrer sa propre partie. Donc on était dans le monde de la tricherie totale. À partir du moment où vous enregistrez une représentation en direct, eh bien vous l'avez telle qu'elle est, avec ses qualités et avec ses défauts. C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui avec le DVD. Et très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un lien qui se faisait avec la télévision, des films comme Arte, enregistrement en nombre non négligeable de représentations d'opéra, et des chaînes comme Mezzo, passant de manière très régulière des concerts et des opéras à la disposition de leurs abonnés. Je passe sur l'importance historique. Vous imaginez que le spectacle d'Electra de Richard Strauss, monté par Patrice Chéreau, a été donné 5 fois à Aix-en-Provence cet été, et qu'on n'aura plus d'autres traces du spectacle monté par Patrice Chéreau lui-même. Imaginez la perte que cela représenterait si ce spectacle n'avait pas été capté et n'allait pas devenir disponible sur le DVD. Il y a donc comme ça des monuments de l'histoire de l'interprétation qu'il est important de pouvoir conserver pour les générations futures et pour notre propre plaisir personnel. Autre caractéristique au niveau de la distribution, la présence de produits hybrides. C'est-à-dire qu'on en arrive à se dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas proposer autre chose que simplement un CD ou simplement un livre? Et notamment, le livre CD. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un livre dans lequel vous donnez une étude approfondie en plusieurs langues de l'œuvre qui est enregistrée, et vous y adjoignez un CD. Jordi Savall s'est lancé dans des compilations thématiques depuis maintenant 6 ou 7 ans, et il en sort quasiment une par an. Les organisateurs du Palazzetto Bru à Venise, qui se spécialisent dans la renaissance de la musique romantique française du XIXe, utilisent également très souvent le même type de produit. Pourquoi? Mais parce que quelque part, il y a une nécessité de donner une information complémentaire par rapport à la musique qui est offerte. Ce n'est pas la Bohème ou la Tosca, personne ne la connaît, donc ça fait sens d'y avoir recours. Et secondo, vous avez ensuite l'enregistrement que vous vouliez obtenir. Élément suivant, ce que j'ai appelé le livre réseau. Le livre réseau, c'est en fait un ouvrage, ce sont en général des ouvrages de luxe, qui, quand vous l'achetez, donne à l'acheteur un droit exclusif à avoir un accès moyennant un code à une distribution sur le web de toute une série d'informations complémentaires et illustratives du contenu du livre.
le Théâtre des Champs-Élysées a publié un superbe ouvrage pour fêter son 100e anniversaire. Eh bien, l'acheteur de ce livre reçoit l'accès à une bande de données où vous retrouvez des interviews capitales, des extraits de concerts, des extraits de représentations, des débats autour des représentations qui ont eu lieu au Théâtre des Champs-Élysées. Vous imaginez si vous pouvez entendre la voix de Jean Cocteau parlant de la création du Cercle du Printemps. Eh bien, tout ça est disponible, tout ça a été rassemblé, a été mis à portée des personnes qui faisaient l'acquisition du livre. Et puis nous arrivons évidemment à ce qui est le grand choc de ces dernières années, c'est la dématérialisation. Alors je dis myopie parce que c'est un problème que j'ai déjà évoqué. Oui, il y a eu myopie, parce qu'il y a eu myopie dans le chef des éditeurs de disques qui n'ont pas vu venir le problème et qui ne l'ont pas utilisé. Deuxième élément, et là on va chercher l'idée non pas dans la production culturelle, mais on va chercher l'idée dans les productions de grands spectacles, la variété, le cinéma, le sport, c'est tout ce que je pourrais appeler les produits blockbusters. C'est-à-dire qu'on fabrique toute une série de produits qu'on décline autour du spectacle vivant et on les met en vente comme étant des produits annexes par rapport au spectacle vivant. Le but est clair, c'est d'augmenter la rentabilité du spectacle. Soyons clairs, les musées font la même chose. Pas mal de musées aujourd'hui déclinent, depuis l'agenda jusqu'au foulard, des produits annexes. Et très clairement, c'est dans les pays anglo-saxons qu'on a lancé l'idée. Mais, quelque part, on peut aller plus loin et on peut utiliser des choses beaucoup plus productives. C'est ce que j'appelle le produit lié au spectacle vivant. En quoi ça consiste-t-il? Ça consiste à donner à l'auditeur l'enregistrement de l'événement auquel il a assisté. Donc non pas à l'interprétation d'une symphonie de Beethoven par l'orchestre de la Bayerische Rundfunk et Maris Janssens, mais à l'enregistrement du concert auquel vous avez assisté. C'est une technologie qui a été mise en place au départ dans le domaine du pop et principalement par Prince. Prince a mis en place un nouveau modèle de distribution de sa musique. Premier élément, il ne fait plus de tournées dans le monde entier. Il s'installe dans 3 ou grandes villes dans le monde entier en faisant venir les auditeurs dans des salles de 10 à 12 000 personnes. Il est ainsi resté à Londres pour 15 concerts, vendus à bureau fermé. Premier intérêt financier de l'opération, vous avez encaissé le cash flow avant même d'avoir dépensé un franc. Donnez-moi le nombre d'entreprises où vous pouvez réaliser ce genre de performance. Deuxième élément, les spectateurs ont la possibilité de commander le CD, non pas un CD de Prince, mais le CD du concert auquel ils ont assisté. Et donc 2 heures après le concert, ils reçoivent le CD. Il y a un temps d'attente de 2 heures autour de la salle de spectacle. Vous imaginez ce que ça fait comme dépense annexe en termes de blockbuster, de catering ou d'autres types de dépenses. Donc, bénéfice complémentaire, loin d'être négligeable. Ce qui fait qu'on en arrive, dans leur cas, à avoir assuré une distribution massive de CD sans aucun frais de distribution. Et ça, grâce à quoi? Grâce à la technologie qui permet de produire dans un espace de temps extrêmement limité le CD d'un événement. Problème suivant, la diffusion. La diffusion de la culture n'est pas un élément nouveau. Je prends un exemple en Belgique. La notoriété du concours, que serait la notoriété du concours Reine-Élisabeth s'il avait été relayé rapidement par la radio, ensuite par la télévision? Il est évident que le concours Reine-Élisabeth a, en Belgique, un impact sociologique qui n'a rien à voir avec le nombre de mélomanes qu'il y a dans notre pays. C'est le seul moment où vous entendez parler de musique dans le tram et au bureau, où tout le monde vous dira « Ah, tu en as de la chance, il y a de la musique classique tous les soirs ». J'ose pas leur dire que, comme critique, je suis obligé d'y aller tous les soirs et d'écrire immédiatement, et que ça me fait plutôt penser au Tour de France qu'à un concert classique. Mais les progrès
ont depuis lors changé complètement nos modalités d'utilisation. Ce qui est l'élément le plus nouveau, c'est l'élément de dématérialisation. Donc, on diffusait de la musique par la radio. Ici, on va transférer un support existant. On va vous permettre d'avoir un nouveau mode d'écoute où, en fait, vous n'allez pas décharger une musique pour l'écouter chez vous, la graver et l'écouter chez vous. Vous allez simplement l'écouter et puis c'est fini. Vous achetez le droit d'écouter. C'est ce qu'on appelle le streaming. Et troisième élément, c'est les nouveaux modes de stockage. Donc, quelque part, vous constituez votre discothèque virtuelle sur un espace que vous louez, un cloud quelconque, donc un nuage. Alors, il est évident, je regarde quand même pour ne pas... Ça va. Il est évident que les moyens en présence sont évidemment considérables. Pourquoi ? Parce que d'abord, vous disposez d'une diffusion mondiale. 2, vous avez accès à l'événement en direct, puisqu'il ne s'agit plus cette fois-ci d'écouter un enregistrement, il s'agit participer à un événement qui se tient lieu à ce moment-là dans une ville quelconque, dans des conditions visuelles et auditives qui aujourd'hui deviennent exceptionnelles de par les progrès technologiques réalisés. Et enfin, en vous donnant une disponibilité d'informations complémentaires, la possibilité de décharger sur votre ordinateur le livret de ce que vous écoutez, ou la disponibilité d'avoir le livret qui vient en surimpression par rapport au spectacle que vous regardez. Cette disponibilité d'informations complémentaires est quelque chose auquel tient énormément la plus jeune population des auditeurs. Ce sont des gens qui aiment aller collecter leurs informations et des informations diverses. D'autre part, on n'a pas d'infrastructure propre lourde. On loue du temps satellite et on loue des espèces de projections. On reviendra dans des exemples par la suite. Et quels sont les endroits où on fait des projections ? Eh bien, ce sont les salles de cinéma, ce sont les grands écrans en plein air qui sont installés dans les villes, et ce sont certains lieux privilégiés qui sont utilisés, des clubs, des associations, etc. Alors, qu'est-ce qui est important ? D'abord, le fait de participer à un événement en direct. Vous êtes dans la salle de spectacle, pas celle où le spectacle a lieu, mais vous êtes dans une salle de spectacle avec d'autres personnes, donc vous avez le même effet de convivialité, et vous assistez en direct à un événement auquel vous ne pourriez pas participer. Quand vous vivez la présentation dans la réalité, vous en vivez toute l'excitation, qui sera toujours supérieure à celle d'un disque, mais également tous les aléas. Si quelqu'un chante faux, vous l'entendrez. Si quelqu'un tombe et qu'il faut changer la mise en scène ou improviser des gestes nouveaux, eh bien, vous le vivrez. Vous pouvez en plus disposer d'une foule d'informations en direct qui sont tout simplement inaccessibles dans la salle, à savoir des interviews de spécialistes, des interviews d'artistes, du travail sur le backstage. Les retransmissions correspondent à des standards extrêmement élevés, et le grand écran permet une intrusion au cœur de l'action en montrant des détails de l'action qu'une présence dans la salle ne vous permettra jamais de voir. Quand vous regardez un opéra dans une salle de cinéma, vous avez l'impression d'être au cinéma si le film est bien fait. Et il y a notamment une vue dont je me souviens de Eugène Onegin de Tchaïkovski au Met, où vous avez l'impression dans un film de Greta Garbo, tellement les visages des deux interprètes sont expressifs. Et puis, vous avez l'information complémentaire du type de sous-titres, de propos d'entracte, de visite du backstage, et d'initier des dialogues interactifs via les réseaux sociaux entre les spectateurs. Et ça, c'est quelque chose de nouveau qui va seulement commencer à se développer et qui va inévitablement intéresser énormément les jeunes qui n'ont pas un accès direct ou qui ne sont peu tentés à participer à ces événements culturels. Alors, je vais prendre un exemple évidemment que tout le monde a en tête, c'est la réussite de la diffusion dans les cinémas des retransmissions d'opéra du Met. Je suppose que certains d'entre vous y ont déjà assisté,
Ce n'est pas en soi un phénomène nouveau pour le Metropolitan Opera. Le Metropolitan Opera est actif dans la diffusion de ses représentations en radio depuis plus de 70 ans. C'était Texaco, on appelait ça les concerts des opéras Texaco, qui étaient diffusés dans tous les États-Unis le samedi après-midi depuis 70 ans. Quand Peter Gelb arrive, son idée n'est pas de faire de l'argent. Son idée est de permettre à un plus grand nombre de personnes d'avoir un accès aux représentations du Met. Après tout, il y a une salle de 3000 places et elle est en général louée à 95%. Donc l'idée est de dire, mais permettons aux autres Américains, aux pays d'autres, aux mélomanes d'autres pays, d'assister à une représentation du Metropolitan Opera. On décide donc de le faire en direct. On désire de le faire dans une vision d'image haute définition, avec des propos d'entracte et du travail de backstage. Quand on dit propos d'entracte, ce n'est pas nécessairement le Café du Commerce. Je me souviens d'une projection d'un opéra de Philip Glass qui racontait la jeunesse de Gandhi en Afrique du Sud. Eh bien, il y avait un des entractes qui était occupé par un historien qui expliquait tout le mouvement de revendication qu'il y avait eu en Afrique du Sud par rapport aux Indiens. Il y avait une forte immigration indienne qui avait été provoquée autrefois pour des raisons socio-économiques, et toute la problématique des Indiens en Afrique du Sud, des hindous, pour ceux qui veulent parler en termes religieux, était expliquée comme propos d'entracte. Donc on n'est plus du tout dans le style « oui, je suis content, j'ai bien chanté parce que j'étais en forme et que j'avais le petit doigt en l'air ». Non, on est vraiment dans une réelle réflexion. Alors, les conditions d'écoute, l'objectif est d'avoir un maximum de gens qui vivent le même spectacle au même moment. Donc, on travaille sur la représentation du samedi après-midi à New York, qui permet de quasiment aller de 10h du matin sur la West Coast à 10h du soir à Moscou. Chez nous, ça commence vers 6-7 heures, suivant la durée et la longueur de l'opéra. Les sous-titres actuellement sont en 8 langues. Pour la partie différée, les Chine, la Corée et le japonais ont des sous-titres dans leur langue, mais pour ces pays-là, le faisceau horaire ne permet pas d'avoir vraiment le direct. Ils ont un différé un peu plus tard dans la nuit. Alors, qu'est-ce que ça donne? Cette expérience qui n'avait pas de volonté financière, je vous rappelle, la réalisation d'une diffusion coûte environ $1 million. Et cette diffusion est généralement financée par du sponsoring aux États-Unis, notamment de la Fondation Bloomberg. Pour la saison 2012-2013, ça représente un revenu net de 11,5 millions de dollars. La seule représentation de Carmen représente 2,5 millions de dollars. Donc il est évident qu'il y a un effet de tube populaire. Mais j'ai reçu depuis lors la liste individualisée, opéra par opéra, des recettes sur la dernière année, et je peux vous dire qu'un opéra contemporain de Thomas Hadès, qui est de Tempest, qui a été diffusé par le même système, a rapporté 850 000 dollars. C'est absolument hallucinant d'y l'imaginer. Ce n'est pas du tout une œuvre facile, c'est une œuvre fabuleuse. Le public représente entre 250 et 400 000 spectateurs, à comparer à la salle du Metropolitan Opera, qui est une des plus grandes du monde, qui fait 3 000 personnes. Et enfin, derrière cela, il y a des diffusions additionnelles, sous forme de DVD, mais aussi sous forme de diffusion gratuite par les bibliothèques, par les universités, par le milieu associatif. Parce qu'ils ont pu rentabiliser leur production en amont, cela leur permet de faire de la diffusion gratuite en aval. Et de manière synthétique, depuis que le système existe, cela représente 2,5 millions de spectateurs en une année et 15 millions depuis le départ. Tout commence en 2006 avec la flûte enchantée, qui est en anglais, ce qui est très rare au Met, parce que quelque part on voulait en faire un phénomène éducatif. Et on avait repris la même production
de cette metteuse en scène américaine extraordinaire qui avait réalisé le King Lion. On a diffusé pendant cette saison dans 480 salles et dans 6 pays. Aujourd'hui, on est dans 2000 salles dans 66 pays, 747 salles aux États-Unis, 175 en Angleterre, 167 en Allemagne et en Autriche. Et la plus grande d'entre elles, c'est l'Auditorio Nacional de Mexico, où il y a 6000 places. Il y a 6000 personnes qui assistent à l'événement. Alors, on peut évidemment s'interroger sur les limites du système. Certains vont nous dire « oui, mais c'est le Met ». Et c'est uniquement possible parce que c'est le Met. C'est à la fois vrai et faux. Il est évident que faire ce type de diffusion payante, j'insiste sur le payant, n'est possible qu'avec de très grandes maisons qui disposent d'une énorme notoriété. Ça ne veut pas dire que ce type de diffusion ne peut pas être fait selon d'autres modalités, à moindre coût ou gratuite, pour d'autres maisons d'opéra. Deuxième élément, ça dépend évidemment des grands interprètes. Il faut de grandes voix, il faut de grands chefs, il faut des stars, exactement comme pour le cinéma. Troisième élément, c'est la principale objection qui a été donnée. Il y a 50 opéras clés, quand on les aura tous passés une fois, il n'y a plus personne qui ira. Mais le fait, c'est qu'on est en 2014, que ça a commencé en 2009, qu'on en fait 8 par an. On a déjà donc dépassé les 72 opéras clés. On a donné chaque année un opéra contemporain, qui a toujours fait au minimum 250 000 personnes. Et certains opéras ont déjà été donnés 2 fois. Et la deuxième fois, eh bien, il y avait plus de monde que la première, parce qu'il y avait un nouveau chanteur qui était une vedette non connue, enfin, non connue au moment de la première représentation, qui participait à la représentation. On a donné cette année le Parsifal avec Jonas Kaufmann. Et dans la fosse, Daniel Egati comme chef. Il est évident maintenant que James Levine est revenu au Met, que James Levine va un jour diriger ce Parsifal. Eh bien, je vous garantis que le jour où James Levine dirige Parsifal, il y aura 400 000 personnes qui auront envie d'entendre James Levine diriger Parsifal. Alors, est-ce que c'est propre simplement au Met et son propre réseau? Mais non. UGC l'a fait. UGC l'a fait avec des moyens plus limités. Et ça a donné, je ne l'ai pas ici, mais je vous donne les chiffres, le tarif va de 16 à 20 euros. En Belgique, 3 salles seulement sont concernées, mais ça a quand même permis de faire 5500 spectateurs sur 2012-2013, et la prévente pour la saison actuelle était en augmentation de 48%. Donc ça veut dire que le système n'est pas lié au seul Metropolitan Opera. Mais, je vous ai dit, on peut faire d'autres types de projections avec d'autres objectifs. En Rhône-Alpes, l'Opéra de Lyon a mis en place un système de diffusion en plein air, au mois de juin, bien sûr, d'un spectacle à caractère populaire, c'était La Flûte enchantée, ça a été Carmen, etc., qui est donné sur la grande place des villes et grosses bourgades de Rhône-Alpes. Ça fait quand même 17 lieux différents dans Rhône-Alpes. Alors, qu'est-ce que vous avez derrière ça? D'abord, vous avez une convivialité. Parce qu'il y a toute la cité qui vient sur la grande place pour voir le spectacle. C'est ce que j'appelle l'opéra des copains et des familles. 2, ça vous permet de conquérir un public réticent à rentrer dans une salle d'opéra traditionnelle. Il y a une crainte d'un certain public de fréquenter les salles dites institutionnalisées. Et enfin, ça permet d'intégrer l'opéra dans la vie de la cité et de la région. Mais on peut encore aller plus loin. Aix-en-Provence suit le même schéma. En PACA, où Electra a été projeté l'année dernière dans 9 villes avec 12 projecteurs et a rassemblé environ 5600 personnes, mais également dans 11 autres villes hors PACA, dont Paris et Londres, où ils ont rassemblé 3300 personnes. Tout ça comparé avec Rigoletto, qui a été donné sur Arte et qui, lui, a eu 330 000 spectateurs. Mais ce qui est important dans le projet d'Aix-en-Provence, c'est qu'il comporte toute une série de mesures d'accompagnement. En ce sens qu'il y a eu de larges programmes de sensibilisation via le milieu associatif, les médiathèques et les centres culturels de la région PACA. Donc le spectacle a été préparé.
des webdocs ont été mis à la disposition de l'internaute. Donc l'internaute qui voulait se documenter sur le spectacle, savoir ce que c'était que les Atrides, savoir qui était Richard Strauss, qui était Patrice Chéreau, pouvait aller sur le net et pouvait collecter cette information. Bien plus, il pouvait avoir un résumé sous forme de bande dessinée du livret et pouvait avoir une analyse musicologique de certains passages où l'orateur était accompagné par un pianiste. Donc il y avait véritablement tout un système d'accompagnement qui avait été mis en place de manière telle à ce que le public n'assiste pas à une simple projection for fun. Alors vous allez me dire, c'était valable que pour le spectacle visuel. Eh bien, on en arrive au Berliner Philharmoniker. L'Orchestre Philharmonique de Berlin a mis en place ce qu'il appelle le Digital Concert Hall. Cela revient à dire que ces 40 programmes de concerts annuels sont retransmis en direct via le net et que vous pouvez prendre un abonnement pour pouvoir les voir en direct chez vous. Vous les déchargez sur votre ordinateur, vous les passez sur votre chaîne, et on sait aujourd'hui que cela se fait sans perte de qualité au niveau du son diffusé. C'est accompagné d'interviews, de présentations, c'est accompagné de toute l'information qui est disponible au Philharmonique de Berlin autour des projets éducatifs, et ça vous permet également d'auditionner 230 concerts d'archives qui correspondent aux autres concerts qui ont été faits précédemment. Ça représente 1,6 million de visiteurs, 350 000 personnes qui se sont enregistrées sur le site et 20 000 personnes qui ont souscrit l'abonnement. Vous me direz, c'est pas énorme, c'est un tiers de plus que l'année précédente et c'est par rapport à une salle où vous avez par concert 2000 personnes. Et c'est diffusé dans une centaine de pays. Enfin, ce n'est pas diffusé, c'est par le net. Il y a eu des accès dans 100 pays, dont 25% pour l'Allemagne. Et puis, Berlin s'est dit, mais on peut peut-être aussi essayer les salles de cinéma. Et il monte chaque année une grande œuvre chorale qui fait l'objet d'une mise en espace. Donc on n'a pas de mise en scène, on a vraiment une mise en espace qui fait qu'il se passe quand même quelque chose pendant le concert. La mise en espace de la Johannes Passion a été confiée à Peter Sellers. Donc c'est pas n'importe qui, je l'admets. Ils l'ont fait, ils l'ont diffusé cette année le 28 février dans 120 cinémas, dont 79 en Allemagne, et ils ont fait plus de 10 000 spectateurs. Donc ils ont multiplié par 4 la présence au sein de la salle de concert. Et puis, quid pour le théâtre, quand on abandonne la musique proprement dit. C'est le National Theatre en Angleterre qui a initié le système en 2009. Il a fait ça avec une pièce de théâtre française, en anglais évidemment, mais il a donné un fait de Racine. Les productions du National Theatre en Angleterre, ont une énorme réputation. Mais ce théâtre joue maximum de fois, 30 fois, la pièce qu'il a programmée. Il y a un public potentiel en Angleterre, probablement 10 fois plus important pour voir une telle réalisation. D'où le gaspillage, que le spectacle ne puisse pas être montré à un plus grand nombre de gens. L'idée d'avoir recours au cinéma, il y avait 70 salles concernées, ils ont fait 14 000 spectateurs en Angleterre, et fait important, et ça c'est évidemment un impact considérable de l'anglais sur le plan mondial, ils ont fait 50 000 spectateurs dans le reste du monde. Donc il y a 50 000 personnes qui se sont dit, nom d'un chien, au National Theatre donne une de ses pièces de théâtre et je peux aller la voir, et bien j'y vais. Résultat final, aujourd'hui, on tourne régulièrement autour de 50 000 spectateurs. Alors, quelle était la logique économique derrière cela? C'est de se dire que la zone d'achalandage de théâtre dépasse quasiment pas 100 km, souvent moins de 50 km. Les gens ne font pas plus que cette distance-là pour aller voir une pièce de théâtre. La demande pour des spectacles de qualité est considérable. Dans les provinces, il n'y a pas une offre tellement extraordinaire. Il y a une forte réputation d'excellence, il y a le véhicule de la langue anglaise. Eh bien, grâce à cela et à d'autres ressources, les revenus du National Theatre ont augmenté substantiellement. Alors, dernier élément dans la diffusion, l'interactif. De quoi s'agit-il cette fois-ci? Il s'agit de permettre de
réagir à l'événement auquel vous assistez. Il s'agit de collecter sur le champ de l'information par rapport à ce que vous entendez ou ce que vous voyez. Il s'agit de donner son avis. YouTube est devenu un outil de sélection pour beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes se font connaître pour YouTube et trouvent un éditeur grâce à YouTube. Alors, bien sûr, ça peut donner des manipulations. Je vous ai donné ici un exemple qui est assez récent, qui est celui de la pianiste Valentina Lisitsa. Mais d'autres, je reviendrai sur d'autres spectacles, comme celui qui a été fait autour de l'exposition Flemish Landscape, qui était fait au musée de Lille, sur l'expérience de Rich Content Experience qui a été fait à Flagey, et je vous ai déjà parlé des webdocs du Festival d'Aix-en-Provence. Alors revenons un petit peu sur le cas de YouTube. Valentina Lisitsa a manifestement été plébiscitée par le net. On a remarqué 62 millions de visions, et là ça devient amusant avec 98 000 visiteurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que manifestement, on a forgé une réputation. Donc on a mis des ordinateurs en ligne qui ont systématiquement été prendre le même récital, enfin, le même extrait qui durait 2 minutes 30, et qui ont donc fait monter le chiffre de manière absolument inouïe, avec pour effet que Decca, qui est quand même une des grandes majors de 10, a laissé prendre, et a signé un contrat à Madame Lisitsa. Je tiens le disque à votre disposition, c'est pour moi un des plus beaux exemples de laboureur du clavier. Mais entre-temps, elle a enregistré l'intégrale des concertos de Rachmaninoff et vient de sortir un disque consacré à la musique pour piano de Michael Nyman, celui qui avait fait la musique du fameux film The Piano. Alors, on peut aussi arriver à des spectacles hybrides. Un spectacle hybride consiste à, par exemple, mêler une exposition à un concert live. Qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à l'exposition Flemish Landscape était une exposition sur les peintres flamands, un petit peu surréalistes du XVIe, XVIIe. On a confié à un cinéaste de faire un film de cette exposition. Ce film a été projeté live à Flagey et accompagné d'une exécution des 4 saisons, d'une part de Vivaldi et de John Cage en alternance, en même temps qu'on passait le film. Donc on a créé un nouveau produit qui, bien sûr, n'a circulé qu'une fois parce qu'on n'est pas encore dans la norme, mais faire circuler un orchestre de musique de chambre pour jouer les 4 saisons de Vivaldi, c'est pas très cher, et le faire en même temps que vous faites une projection de film par rapport à une exposition que vous n'irez pas voir, ça peut être intéressant. Je ne dis pas que c'est parfait, je dis que ça peut être intéressant. Ce qui était très intéressant aussi, c'est l'expérience qui a été faite à Flagey et qui en fait a dédoublé l'offre du même concert. Le concert était un récital des Wiener Sangerknaben. Donc, vous savez, c'est ce fameux chœur d'enfants viennois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé qu'au même moment, on a donné d'une part le concert traditionnel dans le grand studio 4 de Flagey, et on l'a projeté dans le studio 5, où se trouvait un public qui pouvait interréagir. C'est-à-dire, il pouvait capter sur son smartphone toute une série d'informations, des billots, d'analyses de œuvres, etc. Le même programme a été diffusé sur TV Bruxelles à domicile de manière à ce que les téléspectateurs puissent eux aussi participer à cette recherche d'informations complémentaires. Et donc pratiquement, qu'est-ce qu'on a fait? Mais on a fait participer l'auditeur au moment même de l'exécution. Alors, il est évident que si vous avez une conception classique de concert, vous allez hurler au scandale. C'est possible. Mais ce que je constate, c'est que ce type de méthode a pour impact d'attirer d'autres publics qui veulent zapper, qui veulent entendre des choses plus courtes, qui veulent pouvoir entrer ou sortir par rapport à l'exécution auquel ils sont, et qui finalement prennent un contact avec la musique. Alors, étape suivante, toutes ces méthodes qui ont été analysées, est-ce qu'elles peuvent avoir un impact sur le secteur éducatif? On a dit au début, j'ai dit un des grands dangers de la culture aujourd'hui, mais c'est le total désarroi
dans lequel se trouve le système éducatif et son abandon presque de la matière. Combien d'élèves d'humanité aujourd'hui en Belgique ont l'occasion de voir au théâtre une pièce de Molière? Très peu. On n'en donne pas beaucoup, et quand on les donne 7 fois. Quand le Théâtre National donnait une pièce de Molière, il la donnait 35 fois à Bruxelles, et il la prenait 15 jours en Belgique. L'offre était quand même déjà beaucoup plus importante. Les spectacles ne tournent pas, et comme ils ne tournent pas, leurs coûts de production deviennent évidemment prohibitifs. Alors, pourquoi ne pourrait-on pas récupérer à titre éducatif le système que nous venons de décrire, notamment par le National Theatre? Imaginez qu'un théâtre belge monte une production remarquable de Tartuffe, qu'elle soit filmée dans les meilleures conditions, et on peut travailler avec les télévisions pour ça, et que, le même jour de l'année, dans chaque cinéma d'une ville, vous réunissiez toutes les poésies de toutes les écoles de la ville, que ce soit quelque chose d'obligatoire, que tous les enfants de 16 ans ou 17 ans assistent le même jour, dans les mêmes salles, à la même représentation de Tartuffe. Non seulement vous avez l'impact éducatif de voir la pièce de Molière dans de bonnes conditions, mais vous avez aussi cet extraordinaire brassage social que ça peut entraîner. Vous avez aussi la possibilité, si vous le gérez bien, de faire des discussions en continu via Twitter, etc., dans la foulée. Vous avez la possibilité de donner aux enseignants un matériel de préparation de manière telle à ce que les enfants arrivent bien préparés, exactement comme ça se fait avec le webdoc d'Aix-en-Provence. Et donc, vous pouvez créer des forums de discussion, vous pouvez utiliser des réseaux qui existent, les médiathèques, la nouvelle forme que représente la médiathèque de la communauté française. Vous avez donc une possibilité réelle de créer un produit culturel, ou plutôt de prendre un produit culturel existant et de le mettre à la disposition de toute une population d'élèves qui aujourd'hui ne l'ont plus. Et le coût, très faible. Très faible. Le film est fait par la télévision. Ça coûte quoi? Ça coûterait le satellite. Et si on décide de ne pas le faire en direct, ça consiste à envoyer des bobines. Ou simplement d'envoyer des bobines virtuelles, comme ça se fait maintenant de plus en plus. Alors, au bout du compte, on en arrive à se dire, oui, mais le contrôle de l'argent investi, que ce soit le subside ou que ce soit l'argent du mécénat, quand vous mettez 1 euro dans un spectacle, ou que vous donnez 1 euro à une institution de spectacle, votre objectif est que cet euro ait une utilité maximum en termes de diffusion de l'œuvre culturelle concernée. Si vous pouvez compter non plus en termes de spectateurs, comme ça se fait jusqu'à présent, c'est-à-dire un nombre de personnes dans une salle, mais en nombre de contacts de personnes que vous pouvez mettre en relation avec le spectacle, vous multipliez par 5, par 6, par 10 l'efficacité d'euros investis. Il est évident que c'est une question qui, dans un monde où la culture manque cruellement de moyens subsidiés, doit être posée et de se dire comment avoir le meilleur rendement des fonds investis. C'est une nécessité pour nos gouvernements demain. Je suis frappé par le fait que la culture ne semble vraiment pas être un sujet qui fait l'objet des débats dans cette campagne électorale. Alors, arrivons-en en conclusion. 1. Oui, nous sommes à l'aube de bouleversements importants. 2. Ce n'est pas aussi simple qu'on ne le croit, et ça pose certains problèmes de coût, notamment au niveau de la création. 3. Oui, il est possible d'imaginer un bouleversement des seuils de rentabilité de spectacles vivants, particulièrement pour les spectacles de taille moyenne, c'est-à-dire des spectacles où le fait de voir une production supplémentaire vous permet d'avoir un amortissement des coûts fixes en amont. Oui, les plus grands développements doivent probablement être au niveau de la diffusion. Cela peut amener des changements des modes de consommation culturelle et à plusieurs niveaux. Tout d'abord au niveau des responsables de l'offre. Qui va fournir un produit culturel? Eh bien, on se rend compte que
le rôle traditionnel des éditeurs-producteurs n'est plus le même et que leur relation avec les interprètes devient quelque chose d'extrêmement important. 2, on va changer la nature des produits offerts par de l'interactivité, par du streaming, par de l'information mise en ligne. Et enfin, on va utiliser ces nouvelles techniques pour attirer d'autres consommateurs culturels, pour attirer d'autres populations qui rechercheront autre chose, mais sur le droit le plus strict. Ils auront quelque chose. Alors, question de base, si vous me demandez est-ce que les nouvelles technologies vont rendre la culture rentable? Bien sûr que non. Ce n'est pas l'objectif. Mais ils peuvent provoquer des impacts marginaux non négligeables. Pour reprendre l'exemple du Met, le total des nouvelles productions du Metropolitan Opera représente environ 25 millions de dollars par an. En 2012, ils couvraient 45% de leurs coûts par les revenus du cinéma. En 2013-14, ils arriveront à 2/3. C'est loin d'être négligeable. L'amélioration de la diffusion doit aussi porter vers les nouveaux publics. Elle doit aussi permettre une maîtrise des coûts fixes répartis sur un plus grand nombre d'utilisateurs. Et enfin, on va avoir un accès à de nouveaux types de consommateurs qui ont une curiosité, mais qui souffrent d'un effet d'éloignement, éloignement qui peut être physique ou géographique, mais éloignement qui peut être aussi sociologique. On va trouver une réponse ciblée aux demandes de consommation des nouvelles générations qui ne sont pas nécessairement incultes. Elles ont d'autres soucis, elles sont intéressées par d'autres choses et surtout par d'autres moyens de consommer l'existant. C'est certainement un moyen de donner un nouvel élan à la diffusion de la culture au niveau de l'éducation. Et enfin, c'est un moyen d'assurer une meilleure utilisation des fonds investis, que ces fonds soient publics ou que ces fonds viennent des mécènes. En bref, les nouvelles technologies ne rendront pas rentable ce qui peut l'être, mais elles peuvent rapprocher du seuil de rentabilité nombre d'activités et surtout, elles peuvent abaisser substantiellement le coût du subside par le nombre de contacts vis-à-vis des fonds investis. Et ça, c'est un message qui est extrêmement important vis-à-vis des pouvoirs publics. Je vous rappelle qu'une maison d'opéra mange, grosso modo, 50% du budget de la musique dans tous les pays. Pour permettre à quoi? Pour permettre à 18 000 personnes d'assister à un spectacle où les plages ne sont pas nécessairement bon marché. Vous voyez tout de suite le danger politique que ça peut représenter si vous ne donnez pas une justification réelle au-delà de la saine pérennité du patrimoine. Je vous remercie beaucoup.